ben, on va revenir donc à notre stand-up avec nos trois vedettes que vous connaissez tous, bien entendu, Frédéric Malmeza, Mademoiselle de Saint-Épiche, Mademoiselle Malmeza, mandataire judiciaire de son État, Monsieur Max Chaffiol, ex-expert comptable et président de chambre au tribunal de commerce de Bordeaux, Monsieur Lartigot, chef d'entreprise et beaucoup d'autres ingénieurs, pas à la retraite, non, et également président de chambre au tribunal de commerce de Bordeaux, qui vont donc nous parler du fonctionnement du tribunal et surtout comment faire pour dédramatiser ce tribunal, ses acteurs, ses procédures. Voilà, tout cela va vous être présenté par nos trois amis et j'espère que vous passerez une bonne soirée et que cela vous sera agréable. Bien, on va essayer, nous allons essayer. Alors, prêtez l'oreille parce que j'ai une voix qui ne porte pas. Donc, j'ai beau m'époumoner, c'est le cas de le dire, ça ne porte pas. Donc, Frédéric Malmeza, mandataire judiciaire qui a finalement pris sa retraite, mandataire pendant 30 ans, comme le temps passe. Alors, le but du stand-up, c'est quoi? C'est de dédramatiser, de démystifier, de regarder le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire d'ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir un tribunal judiciaire très ouvert, et bien de regarder ces personnes et elles vont se présenter comme étant des membres accueillants, l'entreprise étant eux-mêmes chefs d'entreprise, étant eux-mêmes commerçants, élus, bénévoles, et qui sont, et vous devez le savoir autour de vous, si vous ne savez pas, je vous le dis, qui sont très à l'écoute des entreprises et des entrepreneurs dans les audiences. L'idée, c'est de ne pas avoir peur vous-même, de ne pas avoir d'appréhension, et vos filleuls, qu'il n'ait pas d'appréhension dès les premiers temps de votre accompagnement, d'avoir à leur profit une boîte à outils qui va leur permettre de choisir l'outil qui va les amener au rebond de leur entreprise ou à l'arrêt de leur entreprise et à leur rebond perso. Le but, c'est quoi? C'est de ne plus avoir peur de monter au greffe, de ne plus avoir peur d'aller à l'audience, de voir, pour ceux qui ont été, un décorum qui est impressionnant. Ça, c'est l'immeuble qui veut ça, hein, immeuble 18e, donc il y a un décorum. Et puis, il y a également des acteurs qui peuvent faire peur, qui sont sur une talonnière, qui sont habillés de noir, tout comme les mandataires. Et quelquefois, c'est vrai que ça fait peur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut les accompagner. Car nous avons la chance d'avoir 2 présidents du tribunal. C'est quand même une chance inouïe. Et qui vont vous montrer que, eh bien, ils sont à l'écoute et que plus vite le diagnostic sera posé, plus vite on montera ses marques et mieux la situation se solutionnera ou pas. Que si elle ne se solutionne pas, eh ben, on ira en liquidation judiciaire. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le bout du monde. Il y a des choses à préparer. Voilà, ça va être notre histoire ce soir. C'est plus une histoire que l'on va vous raconter pour
démystifier cette peur, parce qu'au travers des accompagnements que l'on a eus ensemble, on voit bien que le redressement judiciaire, la sauvegarde, les créanciers, tout ça c'est des mots qui effraient. Et voilà, il faut les comprendre, il faut les démystifier, il faut les apprivoiser pour aider nous, les filleuls à passer le cap et à ne plus avoir peur. Voilà. Bien. On a un timing serré, mais il est quasiment respecté. Alors moi, comptez sur moi pour ne pas le respecter. Je suis un peu bavard. Bon, une présentation très succincte. Donc, tout a été dit. J'étais donc expert comptable. Alors, plutôt grande entreprise. J'ai navigué dans des grands cabinets. J'étais partenaire chez Deloitte et ensuite directeur associé de KPMG en charge du département juridique et fiscal. Voilà. Et comme je pensais m'ennuyer à la retraite, j'ai dit que je m'occupais un petit peu au tribunal. En vérité, c'est pas un petit peu. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, et je vois un de mes confrères, il y a des confrères dans la salle, venez, pas en activité, parce que là vous n'y arriverez pas, mais il ne faut pas avoir que des retraités non plus. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc moi, c'est comme Max, moi j'ai travaillé dans des grands groupes aussi, je viens de chez Airbus, j'ai travaillé 27 ans dans l'aéronautique avant de passer dans des petites entreprises, où j'ai vécu pas mal de choses. Actuellement, bon, je suis, comme l'a dit Claudine, je suis presque à la retraite, ça va arriver incessamment sous peu. C'est pas ça qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est ce que je fais au tribunal. Au tribunal, je fais la même chose que Max, je suis président d'une chambre de procédure collective et on accueille tous les dirigeants possibles et imaginables de la petite EIRL au grand groupe, puisque Bordeaux est un centre, un tribunal spécialisé qui accueille les affaires des grandes entreprises de toute la région de Nouvelle-Aquitaine. On va donc là, la présentation que vous avez à l'écran, là, c'est la première page d'une présentation PowerPoint qui vous sera diffusée par le canal d'entrée de l'entrepreneur et où il y aura beaucoup plus de planches et vous aurez le détail de toutes les procédures et de toute l'histoire du tribunal qui vous permettra de le lire tranquillement. On ne va pas vous assommer avec tout ça parce qu'autrement on y sera jusqu'à demain matin. Donc là on va essayer de faire le plus succinctement possible sur un sujet qui peut être complet, mais on va essayer de faire des échanges, surtout ça sera des prises de parole qu'on vous demandera d'avoir pour qu'on vous explique ce que l'on fait et comment venir nous voir. Voilà. On va passer sur le diagramme. Je reprends la parole. Ce que je remarque dans les accompagnements, c'est la notion de trésorerie. C'est-à-dire que quand on téléphone à Entraide, alors, a fortiori, quand on monte les marches du tribunal, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il faut aller vite. Donc ça veut dire que la technique, le commercial, la communication de l'entreprise, c'est bien. Mais savoir s'il y a des sous dans la caisse, c'est mieux. Si le banquier a déjà rejeté une créance, s'il a supprimé le découvert, s'il commence à montrer les dents, s'il accepte un découvert avec une caution, stop. Stop, ça veut dire qu'il faut tout de suite prendre des mesures, il faut tout de suite avoir le courage d'analyser, et ça, dès que Entraide est joint, dès que le coup de téléphone a été passé, c'est l'urgence. Il faut savoir, alors,
Et c'est déjà trop tard. Souvent. Non, mais entraide, c'est pas moi qui le dis. Je crois que vous le dites. On vient vous voir déjà trop tard. Alors imaginez chez nous. Mais non, parce qu'il faut peut-être la partie. Ah non, moi je vais parler de la cessation de paiement, mais Voilà. il ne faut pas attendre. Oui, Présenter en amont. Il y a un tableau qui est représentatif de la vie des sociétés. Et il y a qui, quoi et quand. Ce qui se passe, en fait, avant de venir nous voir, avant d'aller voir Entraide et Entrepreneurs, il y a des choses qui sont à l'initiative du dirigeant ou du dirigeant, des créanciers, du tribunal ou du procureur. Lorsqu'on a son entreprise, c'est pour la diriger. Et donc, plus on aura les mains libres, plus ça sera facile. En fait, lorsqu'on est dirigeant d'une entreprise, on a un devoir de la bien mener, de la faire prospérer. Et si on a, je prends l'exemple de la voiture, on part en voiture, on met de l'essence dedans, tant qu'on a de l'essence, on peut rouler. On peut crever, on peut avoir une panne de portière qui ferme mal, mais on va toujours rouler. Et la trésorerie, c'est l'essence de la voiture. Quand il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus d'essence, et donc on passe dans la partie droite du schéma, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le chef d'entreprise, il doit avoir présent à l'esprit de rester dans la partie gauche. Après, on va pouvoir décliner ce qui se passe, les types de procédures, les procédures amiables, je ne sais pas qui c'est qui veut. Voilà. Donc, les procédures amiables, comme son nom l'indique, c'est amiable. Donc ça veut dire c'est contractuel. Au tribunal de commerce, au tribunal judiciaire, il y a des juges qui s'appellent des présidents. Ces présidents, ils reçoivent des dirigeants qui viennent lui confier les difficultés qu'il a. Mais aussi, le président, il peut convoquer une entreprise parce que, en général, ce sont les grosses entreprises, parce qu'il y a des inscriptions au greffe, nantissement, des choses comme ça. Mais déjà, si on a des nantissements qui ont été inscrits, c'est que ça va déjà pas très bien. Donc, dès que l'on sent que la trésorerie flanche, eh bien, on peut prendre rendez-vous avec le président du tribunal et on va lui demander une procédure amiable, c'est-à-dire de pouvoir négocier avec ses créanciers. Alors, il y a deux types, dans la boîte à outils, il y en a deux, c'est le mandat ad hoc. Mandat ad hoc, très simple, on négocie avec le créancier ou les créanciers principaux et c'est très informel. Et donc, il n'y a pas de délai et on va pouvoir, c'est confidentiel, et donc on va pouvoir négocier avec un créancier. La conciliation, c'est à la fois, c'est toujours pareil, c'est contractuel, c'est confidentiel, mais on va pouvoir faire entre guillemets un procès verbal qu'on pourra publier ou pas publier. On le fera avec le créancier qu'on veut, ça ne marchera qu'avec ce créancier, et on demandera au tribunal, au président du tribunal, président, en tant que personne physique, on pourra choisir son conciliateur, c'est-à-dire celui qui va vous aider, qui va aider l'entreprise à faire ce contrat. Ce conciliateur, il peut être expert comptable, expert, mandataire, administrateur, on le choisit, mais surtout... Alors, c'est pas votre expert comptable, Oh. Parce qu'il y a une déontologie qui ne permet pas d'être à la fois conciliateur et expert comptable de la même entreprise. Et voilà, c'est un autre expert comptable, ce qui est rare en vérité. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir négocier les honoraires. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver avec
ce qui fut dans le passé un des défauts de ces conciliations, c'était des honoraires colossaux. La loi a mis un terme à ça, et donc c'est de gré à gré, on discute. Voilà. C'est amiable. Et à un moment donné, ça marche ou ça ne marche pas. On arrive à un accord ou on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, on prend un autre outil. Et là, on passe dans ce qu'on vous a annoncé comme procédure collective. Pourquoi collective? Ça date de 85, François Mitterrand. D'ailleurs, le juge commissaire, il y a des commissaires partout. C'est une façon d'évoquer les choses. Pourquoi collective? Parce qu'on va tous avancer en même temps. Tous les créanciers vont avancer en même temps. On va voir qui ils sont. Ensuite, on va les mettre en liste. Ensuite, on va présenter un plan pour expliquer comment on va les payer. Voilà. Donc la distinction amiable, et la distinction amiable, elle se fait avec l'état de cessation des paiements. Qu'est-ce que c'est que la cessation des paiements? Là, il n'y a qu'un expert comptable pour nous expliquer ça. Donc, je me permets de bien insister. Tout ça, c'est à l'initiative du seul chef d'entreprise. S'il ne prend pas cette initiative, bah, il va arriver forcément là. À moins que tout s'inverse. Bon, c'est-à-dire ça ne va pas, on a des difficultés. Les difficultés, comme toujours, elles sont conjoncturelles ou structurelles. Si c'est des difficultés conjoncturelles, passagères, on peut se dire ça va aller mieux dans 6 mois. Néanmoins, si c'est des vraies difficultés, ben ça sert à ça. Les procédures amiables, on prend quelqu'un qui va négocier. En vérité, c'est un négociateur. On peut le faire soi-même, hein. C'est pas interdit. C'est-à-dire, on va voir le banquier, ah ben voilà, je ne vais pas pouvoir vous payer mes échéances, faites-moi un petit différé, arrangez-moi le coup. On va voir l'URSSAF. Il n'y a pas besoin d'aller voir non plus un mandataire ou un administrateur ou quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Frédéric, je ne veux pas lui couper l'herbe sous les pieds, mais ça coûte. C'est moins cher qu'avant, mais enfin c'est cher quand même. En moyenne, c'est compter 200 € de l'heure. Voilà comment ça se passe. Vous prenez un conciliateur, ça va être 200 € de l'heure. Alors il ne va pas passer 1000 heures, mais enfin il va passer un certain nombre d'heures et à la fin vous avez la facture. Donc si vous êtes malin, chef d'entreprise, ou vous, parrain, je pense que vous avez, ça rentre dans vos prérogatives, c'est l'assistance, ben vous assistez votre entreprise qui est en difficulté auprès des banques, puisque c'est... Et puis, je vous dis, l'URSSAF et les impôts. Les impôts, pas de problème, ils donnent des délais. Alors les impôts, quand même, pensez-y, conseillez à vos entreprises, comment vous les appelez, vous êtes parrain, ouais, voilà, vos filleuls, on déclare. On ne met pas, tiens, moi, voilà, je ne vais pas pouvoir payer ma TVA, je la planque et je ne la déclare pas. Ça, c'est contrôle fiscal quasiment assuré et 40% d'absence de bonne foi. Fausse déclaration. Donc on déclare et on écrit, je ne peux pas payer, je sollicite un étalement sur 6 mois. Et vous les aurez. Voilà. Donc voilà comment on fait, et vous pouvez le faire, dire, non, je vais revoir plus maman. Donc tu n'auras qu'à me faire signe. La cessation de paiement, qu'est-ce que c'est? Bah, je crois que le nom est assez explicite. Mais malheureusement, on s'aperçoit que quand on a des débiteurs, on fait ça comme ça, et ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas compris. La cessation de paiement, c'est lorsqu'on ne peut pas payer une dette échue. Une dette qu'on appelle exigible. Donc c'est quoi? C'est les dettes fournisseurs. Dès le délai de paiement qui est déterminé, en principe 30 jours, 45 jours fin de mois, vous connaissez les règles, LME,
mais on va dire 30 jours date de la prestation ou de la livraison, et non pas forcément de la facture. C'est ça la LME. Tout le monde l'oublie. Bon. Donc, bah, là, c'est exigible. On doit payer. Si on ne paie pas, parce qu'on ne peut pas payer, on est en cessation de paiement. URSSAF, on connaît les délais. La TVA, on connaît les délais. On ne peut pas payer, on est en cessation de paiement. Alors, on ne peut pas payer, ça veut dire qu'en face, je parle bilan, d'un côté il y a les dettes, de l'autre côté il y a les actifs. Et pour payer, c'est la trésorerie. Donc comme on le disait, s'il n'y a pas de trésorerie, s'il y a zéro, vous êtes en cessation de paiement, à coût à peu près sûr. Alors certains avocats un peu malins disent non, 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 on n'est pas en cessation de paiement parce qu'on a des créances clients. D'où le débat là sur cette histoire de 45 jours. Mais 45 jours, on pourrait le mettre là aussi. Parce que la déclaration de cessation de paiement, elle doit se faire 45 jours avant d'être réellement en cessation, enfin, à partir du moment où on est en cessation de paiement. Les créances clients, mais oui, les créances clients, pourquoi pas? On les prend, on accepte. Et on dit, bon, mais ok, vous pouvez ouvrir une sauvegarde. Où est la sauvegarde? Et là, bon, les 45 jours, on n'est pas en cessation de paiement. Sauvegarde, on n'est pas en cessation de paiement. Pas du tout. Ah ben, on a les créances clients. Les créances clients, on veut bien accepter. Alors le tribunal est tolérant. Que ce soit le tribunal de commerce, que ce soit le tribunal judiciaire, je crois qu'ils sont encore plus tolérants que nous. Je me suis entretenu un peu avec Mme Pénel, qui est la présidente. Alors, je vais être méchant, mais parfois ils sont tolérants parce qu'ils n'ont pas compris certaines notions un peu pratico-pratiques. Parce que là, c'est du technique financière. Bon, un juge, il maîtrise parfaitement la technique juridique. Technique financière, parfois un peu moins. Alors les clients, ben, on les encaisse ou on les encaisse pas. Vous savez mieux que moi. Il y en a, si on ne les relance pas, ils ne payent pas. Bon, voilà la cessation de paiement en 2 mots. Je pense que c'est clair. Alors, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que là, on ne vous fait pas une conférence magistrale. C'est un échange, au fur et à mesure. Si vous avez des questions, allez-y plutôt au fur et à mesure, parce que sur les points qui ont été évoqués ou sur celui-là. Donc, ne pas attendre la cessation de paiement, et on s'aperçoit que la plupart des entreprises, ben, ils commencent à réagir quand ils sont en cessation de paiement. Et là, c'est trop tard. Alors, Gérard a pris l'exemple de la voiture, moi je prendrais l'exemple de la santé, qui me semble assez parlant. Si vous allez voir le médecin alors que vous êtes déjà mourant, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Si vous allez faire un peu de prévention, effectivement, tiens, mais là, vous toussez, comment, pourquoi, vous êtes fatigué, la tension, le machin, voilà. Et là, on peut peut-être vous donner un petit médicament qui va aller. Et le médicament, chez nous, bah c'est ça, déjà, c'est ça. Là, c'est le médicament préventif. Parce qu'après, il y a des médicaments, mais ils ne marchent pas toujours. Alors, une petite statistique, et je referme la parenthèse, quand même. Statistique, on a à peu près plus des 2 tiers de demandes de liquidation directe. On dit que le tribunal, c'est le mouroir. C'est vrai. Ah, c'est vrai, les statistiques le montrent, c'est un mouroir. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent, déjà à plus des 2 tiers, ils demandent une liquidation. C'est eux qui le demandent. Eh ben, nous, on est là pour sauver les entreprises. Dites-le bien à vos filles. On est là pour sauver les entreprises. Et on n'arrête pas de leur dire, monsieur, on va vous sauver. Alors, je ne vais pas vous donner d'argent, n'y comptez pas, mais on va essayer de vous sauver. 2 tiers, liquidation directe. C'est eux qui demandent. Alors, le tiers restant, bon, ils vivotent pendant 2 fois 6 mois, on en parlait, et puis ils font un plan où ils n'en font pas. Et sur ce dernier tiers, on en a plus des 2 tiers, là encore, qui meurent. Avant le plan ou
dans l'année ou les 2 années alors, si vous comptez, je n'ai pas fait le compte, enfin moins de 10% qui s'en sortent, bah oui, donc c'est un mois. Mais parce qu'ils arrivent trop tard, il n'y a pas d'autre raison. Ceux qui arrivent tôt, ils s'en sortent, alors là on n'a pas de stats, je ne sais pas si tu en as une, mais ceux qui arrivent tôt, ils peuvent s'en sortir dans 80% des cas. Une question ? Une précision sur la prise d'initiative. Concernant les procédures amiables, on a bien vu que l'initiative en revient au chef d'entreprise. Passer le cap de la cessation de paiement constatée. Bonne question. Ah, merci. Bonne question. Merci. Et oui, parce que là, il n'a plus forcément l'initiative. Voilà. Il est à la merci du créancier qui va l'assigner. Et les fameuses liquidations aussi que j'évoque, ou en tout cas redressement, c'est à l'initiative des créanciers. Ce serait intéressant de... Ils vous assignent en contentieux, ils vous assignent. Qui est habilité à prendre cette initiative? Bon, on pense toujours N'importe à quel dire créancier. ça, n'importe quel Le procureur de la République aussi, mais ça c'est plus rare. C'est quand il voit qu'il y a des choses qui sentent pas très bon. Donc ça c'est pas bon. Hein. Dès qu'on a une requête du proc, c'est pas bon pour le débiteur. Mais c'est jamais bon, même pour le débiteur, quand c'est une assignation. Ça veut dire qu'il s'y est pas pris assez tôt. Et donc n'importe quel créancier le fait. Alors l'URSSAF le fait à tour de bras. Les impôts ne le faisaient pas trop, ils le font de plus en plus. Et eux, ils demandent des liquidations directes. Ils n'hésitent pas. Et ils ont raison. On ne va pas sauver les morts. On ne va pas les ranimer. Nous, on ne ranime pas. On sauve, mais on ne fait pas de bouche à bouche. Alors, je vais donner un bémol parce que... Mais tu as raison, parce que moi, j'exagère souvent. Je vais donner un bémol. En 30 ans de boîte, en 30 ans de mandataire judiciaire, à partir du moment où les sociétés, où les entreprises viennent au tribunal et demandent une période d'observation, allez, au pif comme ça, au centime, au sentir, il a quasiment son plan. S'il est sérieux, s'il fait ce qu'on lui dit, il a son plan. C'est pas aussi le mot mouroir m'arrache le cœur parce que je crois qu'il y a des choses à faire. Alors, quand on parle des créanciers qui, tout d'un coup, assignent, il faut savoir qu'un huissier, on appelle ça des commissaires de justice maintenant, parce qu'il y a des commissaires partout, c'est le commissaire de justice qui viennent vous porter un petit papier. Eh bien, le petit papier, il ne faut pas avoir peur. Il faut le prendre, il faut savoir quel est le commissaire de justice et éventuellement, il va falloir négocier avec lui. Je dis ça pour les bailleurs, les propriétaires des locaux. Le propriétaire du local, c'est la vie de la boîte. Si on perd le local, on est foutu. Donc, quand on a un papier d'un commissaire de justice qui concerne quiconque d'ailleurs, il faut savoir comment, d'abord, qui c'est, qu'est-ce qu'il demande, et éventuellement négocier avec lui pour avoir au moins le temps de se mettre en ordre. Il faut savoir quand même que les carottes sont un peu cuites. Mais tout n'est pas perdu. Ensuite, le bon de ce côté-là, du créancier qui assigne, c'est qu'il va choper l'entreprise en plein dans sa vie. Donc, on va peut-être pouvoir la sauver plus que si on attend. Donc, quelquefois, le commissaire de justice, il a du bon. Il va peut-être, par son intervention, eh bien, l'assignation, bien évidemment, viendra dans le tribunal. Il pourra demander des délais, mais aussi, si une procédure est ouverte, ça sera peut-être le sauvetage de l'entreprise. Et on l'a vu surtout pour des boîtes importantes, qui répugnent, bien évidemment, à monter les marches, en se croyant peut-être plus fort, mais en tout cas, on arrive à les avoir en plein vol et on fait des choses. Mais, moi, je voudrais essayer de comprendre
la responsabilité de toute cette procédure jusqu'au bout. Je m'explique pour essayer d'être plus clair. Si on parle un peu des grosses boîtes, des grosses entreprises, normalement, il y a un comptable, un expert comptable, il y a des organisations syndicales, il y a un directeur financier, je vous en passe des meilleurs, il y a des experts qui accompagnent l'entreprise et les organisations syndicales à faire un bilan financier tous les ans. Alors, est-ce qu'on a effectivement tendance chez nous, en France, à mettre la poussière sous le tapis et effectivement d'attendre trop longtemps? Mais encore une fois, il y a une responsabilité partagée, elle n'est pas la seule du dirigeant. Alors moi je fais le béotien, mais on a tous entendu parler de la liquidation, mais d'emblée de Brandt. Est-ce qu'une boîte comme Brandt, qui était quand même un fleuron de l'entreprise française, doit être mise en liquidation judiciaire aussi rapidement et aussi définitivement? Ah oui. Donc, non mais où est la responsabilité? Vous voyez, Vous avez plus proche, vous avez Conda, vous avez... Mais voilà, mais il y en a beaucoup. Et ma question, elle est justement, elle est corrélée à la responsabilité. Alors, parce qu'il y a le dirigeant, mais il y a tous les gens qui l'accompagnent. En qualité d'expert comptable, et il y a des confrères ici, oui, la responsabilité est partagée. Il y a déjà une personne, enfin, il y a deux personnes qui sont souvent dans l'entreprise, et parmi les grosses, il y a le commissaire au compte. Le commissaire au compte a une responsabilité. Il a un devoir d'alerte. Ce devoir, et je le dis en tant que commissaire au compte, et je ne fais pas de cadeau à mes ex-confrères, les commissaires au compte ne font pas d'alerte. C'est honteux. Eh ben, ils ont une responsabilité, il faut les assigner. Ah mais oui, mais tu pourras le dire à l'ordre, je dis c'est honteux. Les enfants, ils en font de plus en plus. Dans la barre, hein, non mais je dis un pavé dans la main qui me va bien. C'est le nerf de la guerre. L'expert comptable, c'est un petit peu... Non mais on touche à un point très important. Très important. L'expert comptable a une responsabilité aussi. Il a un devoir de conseil. Vous voyez, il faut faire la différence entre le commissaire au compte qui a un devoir légal, qui a une mission légale. Donc il a un devoir légal d'avertir l'entreprise qu'elle a des difficultés, et c'est ce qu'on appelle le devoir d'alerte. Il écrit, le chef d'entreprise lui répond, lui donner les mesures qu'il envisage de prendre. Ces alertes, on les a parfois après la cessation de paiement. C'est totalement anormal. Si l'entreprise la signe, son commissaire au compte, elle va gagner en dommages et intérêts. Et oui, parce qu'il n'a pas rempli sa mission. Ça, c'est sûr. L'expert comptable, c'est un peu différent, c'est une obligation de moyens. Il n'empêche que dans les moyens, il y a aviser. Il doit aviser. L'expert comptable, pareil, doit faire un courrier pour se prémunir de sa responsabilité. Parce que parler, on peut dire, ah mais je lui ai dit. Ah mais je lui ai dit. Ah mais non, il ne me l'a pas dit. Ah ben alors avec ça, quand on est juge, on est bien informé. On peut juger quand on entend ça. Donc on fait un courrier, monsieur, vous avez des difficultés, vous avez 45 jours, je vous rappelle, pour faire la déclaration de cessation de paiement, etc., etc. Et je vous conseille d'aller voir le tribunal, de faire une procédure amiable, de prévoir des négociations avec la banque, voilà. C'est ça le travail de l'expert comptable. S'il ne le fait pas, c'est pareil. Il est en tort. Il n'a pas rempli son devoir de conseil. Donc ça, il faut... Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, tu as remué la tête tout à l'heure. Mais... Non, je suis tout à fait d'accord sur ces missions-là qui sont de notre profession. Et c'est l'accompagnement du chef d'entreprise. Et d'autant plus sur les grosses entreprises où il y a effectivement beaucoup de gens qui gravitent autour, que ce soit les professionnels du chiffre et du droit qui sont autour. Et le chef d'entreprise, contrairement aux petites entreprises où ils ne sont pas accompagnés ou mal accompagnés des fois devant le tribunal de commerce, les grosses entreprises sont accompagnées. Et donc le chef d'entreprise ne peut pas se dire qu'il n'est pas au courant de sa situation financière. Donc après, on peut faire les choses, on peut faire une alerte. Alors une alerte, c'est toujours pareil, c'est une procédure. En France, dans les procédures, il y a des délais. Il y a des délais qui peuvent être reportés parce qu'on a des informations. Donc on a le temps de voir si les informations qui vous ont été données sont recevables ou pas recevables. Donc ça prend du temps, toujours. Ce n'est pas des délais où dans les 15 jours, il faut le tribunal, il y a toujours des délais d'accompagnement. Donc il y a tout ça. Donc le chef d'entreprise qui est une grosse entreprise, normalement, il a toute l'information pour dire
je vais faire un mandat, je vais faire une conciliation, etc. Et on le voit, il y a beaucoup quand même d'entreprises qui font des conciliations avant que ça aille mal. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait des LBO, quasiment toutes les LBO, ils sont partis en conciliation parce qu'à un moment donné, et ça n'a pas marché. Donc le mécanisme marche sur des grosses entreprises. Il y a des cas où effectivement, le chef d'entreprise ou le COMEX ou le CODIR s'entête sur des situations qui disent on va quand même y arriver. Comme le petit chef d'entreprise qui va à un moment donné dire c'est ma pépite, je ne vais pas le mettre au tapis parce que dès que je vais au tribunal, avec la peur du tribunal malgré tout, qui existe encore, mais je ne vais pas y aller parce que je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais faire un effort supplémentaire, je vais faire une vente supplémentaire et je vais sauver mon entreprise dans les 15 jours qui vont venir. Donc c'est très compliqué. Et après, on a des outils, effectivement, de conseil, mais la problématique, c'est faire lever la tête du chef d'entreprise pour qu'il prenne conscience de ça. Et j'en ai qui sont dans des situations compliquées où j'arrête pas. Et je suis quand même assez au fait des choses du tribunal et autres, à la fois en tant qu'expert comptable, mais aussi en tant qu'élu à la compagnie commissaire aux comptes, où je fais toutes les commissions de prévention, mais ils ne m'écoutent pas. Même si j'y mets le cœur qu'il faut, les écrits qu'il faut, etc. C'est vrai, Ils n'écoutent pas. Ils veulent pas. Et c'est pour ça qu'il faut écrire. Parce qu'il y a c'est quand même je voudrais rebondir sur l'histoire de Brandt. L'histoire de Brandt, on voit la partie émergée de l'iceberg. Mais la procédure, elle dure depuis très longtemps. Il y a eu des procédures de conciliation, de mandat ad hoc, tout ça. Il y a eu des redressements, il y a eu tout ça qui était avant et qui n'était pas forcément dans le public. On voit au moment. Même si c'est passé dans la Exactement. Ça on ne voit que la finalité. Sur le LBO, pendant qu'il cherche, sur le LBO, je pense juste à un point. Attention à vos filleuls, et je le dis aussi aux experts comptables, qui pompent la fille, c'est-à-dire la cible, pour rembourser la dette senior. C'est de l'abus de biens sociaux. Moi, je ne fais pas de cadeaux dans ces cas-là. Avance de trésorerie, convention de trésorerie ou pas, c'est de l'abus de biens sociaux. L'intérêt social, il n'existe pas. J'ai de la trésorerie dans la fille, j'en ai besoin pour la mère, on doit distribuer des dividendes. Point. C'est les dividendes qui alimentent la mère. Ce n'est pas la trésorerie. Et quand la fille est en difficulté, la trésorerie, elle ne peut pas redescendre puisqu'elle a été utilisée pour payer la dette senior, voire pour payer des gros salaires dans la holding ou des grosses voitures. C'est du vu, tout ça. C'est du vécu. Donc là, je peux vous dire, c'est procureur, abus de biens sociaux, ça ne gêne pas, mais en tout cas, même si ça ne va pas en correctionnel, ça va en comblement de passif. C'est-à-dire faillite personnelle et surtout confusion de patrimoine, comblement de passif, là on prend tout aux dirigeants. Sauf la résidence principale. Enfin, les voitures, les résidences secondaires, tout y passe. Hein. Parce que ce qu'on ne voit pas dans votre schéma, c'est les êtres humains qui sont derrière, les salariés, l'impact sur les salariés. C'est pour ça qu'on peut être sévère parfois. Merci. À cause des salariés. Moi qui voulais que vous n'ayez plus peur. Non, entendons-nous, non, mais il ne faut pas avoir peur de venir tôt. On s'est compris. Bon, après. Mais quand ils ne veulent pas autant. Il y a trois thèmes. Il y a le malheureux, le malhonnête, et le troisième, je suis malheureux. Bon, enfin, on fait la différence. Oui, alors. Mais ce déni là, comment, hormis écrire, c'est curieux quand même que les gens soient dans le déni dans des situations financières dramatiques, avec les conséquences. Mais si, c'est normal, ils sont dans le déni. Mais comment on est dans le déni quand on est malade? Ah, mais je suis malade, je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. On est dans le déni. La personne physique est toujours dans le déni, y compris à titre personnel. C'est une comparaison qui ne vaut pas grand-chose. Enfin, même dans son couple. Quand un couple ne va pas, on est dans le déni. On divorce quand on commence à se taper dessus. Bon. Ah mais si, ça ira mieux plus tard. Ben, souvent ça ne va pas mieux.
Donc, on va reparler un peu de technique, parce que les sortir de 4 jours, c'est trop long. Je voudrais vous parler de 3 procédures, la sauvegarde, le redressement et la liquidation. La liquidation, essayez d'en parler le moins possible, parce que c'est ce qui est méchant. La sauvegarde, qu'est-ce que c'est? C'est un redressement, mais sans être en cessation de paiement. C'est-à-dire que là, l'entreprise, le chef d'entreprise conserve toutes ses prérogatives, il sait qu'il a un problème, alors ça peut être un problème financier, un problème juridique, il sait qu'il ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il se mette en sauvegarde, donc il va arriver au tribunal et dire, voilà, j'ai une difficulté, j'ai des contrats clients que je dois renégocier et qui vont être longs, ma trésorerie risque d'en pâtir, j'ai besoin de l'appui du tribunal, je lis mes dettes actuelles pour pouvoir repartir demain. Gérard, pourquoi dans ce cas-là il ne fait pas une conciliation ad hoc? Parce qu'il a essayé avant. Il a essayé avant la conciliation, le mandat ad hoc, et puis les banquiers ont été un peu obtus, ils n'ont pas voulu négocier, et à ce moment-là, il y a quand même un truc, c'est que on vient souvent, le tribunal, c'est quand même un levier très important, parce que si le mandat ad hoc, c'est payant, assez cher, et la conciliation aussi. On va négocier avec son banquier un report de prêt. Le banquier l'accepte ou ne l'accepte pas. Le dirigeant vient en sauvegarde, et là le tribunal dit au banquier, eh ben, le prêt on le rembourse sur 10 ans. Toutes les dettes sont gelées en tout cas. Toutes les dettes sont gelées. Tout est gelé. Tout est gelé, et à ce moment-là, là c'est le tribunal qui va imposer la marche à suivre. C'est quand même un levier hyper important, et plus on va venir tôt, si on vient en sauvegarde ou si on vient en redressement, en sauvegarde, on a beaucoup plus de liberté. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en cessation de paiement. Donc la trésorerie est normalement encore bonne. On va pouvoir continuer à vivre de façon autonome, et c'est quand même une source de... c'est un levier hyper important. Donc le chef d'entreprise qui a de réelles difficultés peut venir au tribunal et dire venez m'aider. Et on l'aidera. Ça peut durer combien de temps? Alors, c'est là qu'il y a la procédure collective. On ouvre une période d'observation. La première période d'observation, normalement, c'est 6 mois. Pendant les premiers 6 mois, qu'est-ce qu'on va regarder? Déjà, dans les 2 premiers mois, on va regarder si ce que nous a raconté le chef d'entreprise est vrai. Et ça, c'est le rôle du mandataire et du juge commissaire. Les deux vont travailler pour rentrer dans la comptabilité du chef d'entreprise, regarder ce qui se passe, et au bout de 2 mois, le mandataire va nous dire oui, ce qu'il a déclaré, c'est bon ou c'est pas bon. Et à ce moment-là, on va continuer la période d'observation dans les 6 premiers mois, où le chef d'entreprise, il faut y avoir la notion aussi de mois courts. Dans les procédures collectives, tout va très vite. On parle de 6 mois, 1 an, on dit quelquefois c'est long. Non, c'est très court. Parce que tout va très vite. Il y a des choses quelquefois qui sont complexes à démêler, donc il y a un besoin de temps. Et donc dans ces 6 premiers mois, on fait le point. On fait le point. Alors, la sauvegarde, c'est quand même un peu pénalisant quelquefois, parce que vis-à-vis des marchés publics, on peut avoir des réserves, parce que pour avoir ces attestations URSSAF, si on n'a pas payé l'URSSAF, pour avoir l'attestation, ça va être compliqué, bien que la dette URSSAF soit gelée par la procédure. Et c'est inscrit sur le CABIS. C'est inscrit sur le CABIS, donc ça amène quelquefois des réticences vis-à-vis de certains organismes. Lorsque vous travaillez avec les particuliers, ou avec les petites entreprises qui travaillent avec les particuliers, pour moi c'est transparent. Les particuliers ne regardent jamais les CABIS, jamais si l'entreprise est en redressement, même quelquefois à leur liquidation, ils continuent à travailler avec. Mais
donc pour revenir au propos. Ah ouais, non, mais là. Pour Il revenir faut au un mot de passe. Sur les 6 mois, on regarde les comptes, mais le juge commissaire, comme le mandataire, ne regarde pas que les comptes, parce que normalement les comptes c'est toujours a posteriori. Il regarde véritablement l'activité de l'entreprise sur le plan commercial, sur le plan des salariés, sur le plan... C'est vraiment un diagnostic global qui doit être fait. C'est ce que vous faites, je suppose. Un diagnostic sur les clients, sur le marché, est-ce qu'il est mort? S'il est mort, le marché est mort. S'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de... c'est pas la peine, on arrête. Alors, donc j'ai dit c'est la première période de 6 mois. Il y a une deuxième période de 6 mois qui peut être accordée, et pendant ce temps-là, dans cette deuxième période, il va falloir élaborer le plan de sauvegarde, le plan de redressement, dans les meilleurs des cas, pour voir comment le chef d'entreprise va faire pour payer ses dettes. Il a 10 millions de dettes, il fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être compliqué, même en 10 ans, de payer ces 10 millions. Donc là, ça ne sera pas possible. Mais on va regarder si, en fonction des chiffres d'affaires réalisés et des prévisionnels qui seront faits, s'il y a une possibilité d'apurer ces dettes. Et sur une période de 10 ans. Après, il y a une période exceptionnelle, une troisième période de 6 mois qui peut être accordée en cas de difficulté de réalisation de l'analyse dans la première année. Et donc ça peut aller jusqu'à 18 mois, mais les 6 derniers mois, c'est vraiment une période particulière qui n'est accordée qu'avec l'accord du ministère public et qui doit être vraiment exceptionnelle. Ça peut être sur une entreprise qui a une activité plus ou moins saisonnière aussi. Ça peut être une activité saisonnière, effectivement, on peut voir ouais. Ça reste exceptionnel, comme son nom l'indique. C'est une période d'observation exceptionnelle. Pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, si on se rend compte que ce n'est pas possible, vous avez pris l'exemple de 10 millions de dettes, pas possible, même avec un étalement le plus grand possible, donc là on va directement en liquidation. Non, pas forcément. On peut aller en cession. On peut céder son entreprise. Oui, si on trouve un repreneur, ça peut être une issue qui permet de sauver des salariés. Là j'ai 2 jugements à rendre cette semaine, où l'entreprise a essayé de se sauver pendant les 6 premiers mois, a essayé à dire, justement il y avait un effet de saisonnalité, on a dit l'été va être bien pour pouvoir, on a l'activité, c'est un secteur qui fonctionne avec le tourisme, mais finalement, ben non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on a envisagé à ce moment-là? C'est une cession. Une cession, alors, c'est vraiment, c'est la dernière issue qui permet quelquefois de continuer l'activité, de sauver les salariés. Après, illusoirement, on peut penser qu'on comble le passif, mais ça devient, c'est illusoire, parce que les prix de cession qui sont proposés sont souvent moins dérisoires. Oui, mais dans le pire des cas, il n'y a pas de cession possible. À ce moment-là, on parle de liquidation. Alors, on part en liquidation. Et souvent, moi j'ai entendu, c'est simple, part en liquidation, et tout ça, il n'y a plus de dette. Que deviennent les créances? Tant pis pour les créanciers. Mais par contre, attention, ils se regardent devant la glace. mais si, attention, le chef d'entreprise est souvent caution. Alors voilà, je voulais en venir. Et les cautions, à ce moment-là, le banquier va appeler la caution. D'accord. Donc, c'est pas facile pour le chef d'entreprise de dire je liquide, on verra plus tard. Mais attendez, je ne suis pas la seule à l'avoir Ça, c'est la entendu banque. ça. Hein? Vous êtes d'accord? Donc, C'est que la banque. il faut faire attention à ces propos non fondés et pour mettre en œuvre. Oui, et puis après, on peut regarder aussi la responsabilité du chef d'entreprise. Exactement. S'il n'a pas mené, s'il n'a pas fait en sorte que ça soit liquidé
de façon un peu abusée. Alors, la période d'observation, donc c'est 6 mois. Jugement d'ouverture, les poursuites sont suspendues. On ne paie plus les créanciers d'avant. Tout est gelé. Par contre, on se remet, comme si on venait de créer sa boîte, on se remet à payer les créanciers qui viennent après. Donc, on repaye l'URSSAF, on repaye la TVA, on repaye les fournisseurs, etc. On recommence à retrouver une activité normale. Pourquoi est-ce qu'il y a cette suspension? C'est pour refaire de la trésorerie. Donc si on se met à quand même payer les fournisseurs et à payer autre chose, on n'a pas la trésorerie au bout. Le but, c'est ça, c'est de faire pendant 6 mois, 1 an, de la trésorerie. Les acteurs de ce moment, la période d'observation, c'est le tribunal, les 3 juges dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont décider de l'avenir de l'entreprise. Et puis vous avez un membre essentiel, qui est le juge-commissaire. Qui c'est le juge-commissaire? C'est encore un juge bénévole du tribunal qui va vous rencontrer l'entreprise et vous rencontrer si vous souhaitez vous présenter, y aller, faire connaissance, non pas pour faire le rôle d'un avocat, ni d'un expert comptable, mais d'être aux côtés de votre filleul et qu'il n'ait pas la trouille et qu'il parle. Le juge-commissaire, c'est l'interlocuteur privilégié. Je veux demander une poursuite de contrat de crédit-bail. Je vais demander au juge-commissaire. Je veux, quelle que soit la question, c'est avec le juge-commissaire que je vais parler. Et c'est avoir des contacts réguliers avec le juge-commissaire, c'est extrêmement important. C'est lui qui va faire, le mandataire va faire un rapport, bien sûr, mais le juge-commissaire, lui aussi, va faire un rapport au tribunal. Donc c'est extrêmement important d'avoir des contacts avec lui. Autre chose qu'il faut savoir, en sauvegarde, les salaires ne sont pas pris en compte. Il n'y a pas d'état de cessation des paiements, donc on doit payer ses salaires. Par contre, en redressement judiciaire, à ce moment-là, les salaires sont pris en charge par l'AGS. Il faut savoir que l'AGS, c'est une sorte. Il n'aime pas qu'on dise ça. Oui, salaire antérieur. Les salaires antérieurs. Et pas les salaires courants. Donc, ces salaires vont être pris en charge par l'AGS. Mais attention, ce n'est pas cadeau. C'est-à-dire qu'à la sortie, quand on va présenter le plan, il faudra reprendre contact avec l'AGS qui, officiellement, ne donne pas de délai. Mais officieusement, quand on va discuter avec elle, et là vous êtes important pour ça, aux côtés du filleul, aller négocier, pas négocier, j'aime pas ce mot, mais s'entendre avec l'AGS pour ne pas se retrouver à nouveau dans un état catastrophique alors qu'on vient d'obtenir son plan. Mais c'est pas 10 ans comme les autres dettes, hein, l'AGS. Ah non. Mais ça peut être pas quelques mal, mois. quand même. C'est quelques mois. 6 mois, exceptionnellement 1 an. Ils n'aiment pas le dire, exceptionnellement encore un peu plus. Non, on peut avoir 12 mois, je les ai eu cet après-midi. 12 mois, on peut l'avoir. je les ai eu C'est cet déjà après-midi. pas mal. Au-delà, il faut vraiment qu'il y ait un enjeu fort. Donc c'est court. Ça veut dire qu'il faut payer tout l'antérieur. Salaire. Le reste est gelé sur les 10 ans, si on parle de 10 ans. Alors rien n'empêche, je viens d'avoir un plan de 17 ans. C'est très rare, c'est le premier, mais rien n'empêche pour les créanciers qui l'accepteraient d'étaler encore au-delà de 10 ans. Pour ceux qui n'acceptent pas, c'est 10 ans maximum. Et sans remise. Et sans remise. On peut aussi faire un plan, enfin je ne sais pas si on parle du plan, mais il faut arriver au bout là parce qu'on est... je ne sais pas si c'est moi qui en parlais, donc peu importe. le plan, ça serait trop long d'en parler en quelques mots. On peut aussi faire un plan à option, c'est-à-dire donner le choix des créanciers si on a la trésorerie, ce qui est assez rare, parce qu'on va vendre un actif. Il se trouve qu'on a un immeuble, cet immeuble on n'a pas forcément besoin, on le vend et puis on le louera si c'est l'immeuble d'exploitation. Bon, ça fait des plus-values souvent, mais comme on a du déficit reportable, c'est pas trop gênant.
si on a de la trésorerie, plan, ben, je vais vous payer 50% sur 4 ans, par exemple. Ou 100% sur 10 ans. Là, on fait ce qu'on veut. Sachant que le plan, c'est toujours sans intérêt. Intérêt zéro. Donc c'est quand même, ça aussi, un sacré cadeau. Y compris la banque, y compris l'URSSAF. Vous avez des dettes URSSAF, y compris les impôts, la TVA, que vous deviez payer, là, avant la petite barrière. Vous aviez la dette TVA, mais là, vous allez l'étaler sur 10 ans sans intérêt. Vous voyez le cadeau qu'il y a au niveau des entreprises, il est énorme, ce cadeau. Alors, qui paye? Ben, c'est les créanciers. C'est les créanciers qui supportent. Et ils n'ont pas le choix. On leur impose. Par contre, dans les options, on va leur demander si vous voulez, options, ils ont le choix. Vous voulez l'option 1, on vous paye 50% sur 2 ans et vous abandonnez 50%, ou on vous paye la totalité sur 10 ans. Donc c'est eux qui choisissent à ce moment-là. Ah oui. Sachant qu'on n'est pas sûr que l'entreprise a l'oubli du plan. Si elle n'est pas chue du plan, il vaut mieux récupérer 50% de suite. Oui, c'est plutôt que, ça c'est sûr. Là, 50% c'est un peu trop. Il vaut mieux dire 30% sur 2 ans. Oui. Après, il y a un signal qui est quand même fort au niveau de l'entreprise, parce qu'on a parlé de l'étalement, du gel des dettes antérieures, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'entreprise, quand elle a justement des dettes qu'elle n'arrive pas à régler, donc quand elle est à cessation de paiement, qu'elle bascule en redressement judiciaire. Alors on a dit c'est estampillé sur les RIB, sur le CABIS, sur société.com, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fournisseurs, généralement, exigent le paiement, ce qu'on appelle au cul du camion. Donc le BFR, il en prend un sacré coup. Et si on a déjà une trésor qui aura des pâquerettes, c'est difficile de fonctionner, en fait. D'où notre leitmotiv, plutôt on venez avant. Ah ben c'est clair. Et oui. Parce que comme disait Frédéric, c'est pour rétablir la trésorerie, mais ça on ne le voit pas souvent. Parce que vous avez dit le mot qui fâche, le BFR. Bon, mais le BFR, la plupart des petites entreprises, ils ne savent pas de quoi on parle. Bon, donc expliquez-leur aux filleuls, et celui qui a un vrai BFR, un vrai besoin en fonds de roulement, bah, forcément que si on élimine le crédit fournisseur, là, son BFR, il augmente encore plus, et puis la trésorerie ne se la refait pas. Il ne peut pas se la refaire. Et il existe aussi des formules, alors c'est un peu nouveau, on les a examinées depuis 1 ou 2 ans au tribunal, ce sont l'écrasement carrément des créances avec les classes de parties affectées. Là, on peut carrément faire des classes de parties affectées et dire cette catégorie de fournisseurs, par exemple l'URSSAF, les impôts, tout ça, on n'écrase pas de dette. Et puis il y a certains fournisseurs, on va écraser de la dette. Donc on va leur dire, vous, on va vous payer que 10% de ce qu'on vous doit. Pour travailler avec eux derrière. Alors ça, c'est des plans. Bon, ça concerne les grosses entreprises théoriquement. Non, pas trop les entreprises qu'on accompagne au niveau de la société. Voilà, a priori, on n'acceptera pas, parce que là, on est vigilant. On ne veut pas de CPA sur des petites entreprises où il n'y a pas d'enjeu au niveau des salariés. Il peut y avoir un CPA que s'il y a un enjeu au niveau des salariés. CPA, c'est classe de parties affectées. C'est très complexe, on ne va pas l'évoquer parce que c'est une usine à gaz. Il faut qu'il y ait un enjeu. Donc c'est obligatoire par contre 20 millions et combien de salariés? 250 250 salariés, 20 millions de chiffre d'affaires, ce n'est pas la petite entreprise locale. C'est ouvert aux entreprises un petit peu plus petites, mais ça c'est sur autorisation du juge commissaire. Et là, les juges commissaires, on s'est entendu avec eux pour qu'ils n'ouvrent pas à tort et à travers. Il faut vraiment qu'il y ait un besoin, un enjeu de sauver cette entreprise. Parce que vous avez compris, ça va se faire au détriment des créanciers. On va les flinguer, les créanciers. Et surtout, nous, on sera...
on sera exigeant vis-à-vis des retours à meilleure fortune, à meilleure fortune, etc. On mettra des clauses particulières pour pas que ça soit finalement un enrichissement de l'entreprise sans fin. Elle efface toutes ses dettes presque, et puis voilà, vas-y, je recommence. Bon. On a des effacements, vous prenez la presse, des effacements de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, je ne parle pas des Girondins. Non. Mais les Girondins, c'est public. Non, mais c'est Gérard qui a fait le plan. C'est public, c'est un bon exemple d'effacement de 95%. 80%. À 80%. Oh, ils ont été raisonnables. Parce qu'on a déjà vu, on a un cas à 98%. L'effacement. Des centaines de millions. On a refusé. Et si le tribunal refuse, vous doutez où ça va. Ce qui n'est pas forcément mieux. Donc ils ont voulu jouer, ils ont perdu. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors, il existe une planche complémentaire avec du détail là, mais là on va vous noyer si on vous explique ça maintenant. Oui. Je pense qu'il faut rester sur ce... Mais Frédéric avait peut-être un ou deux compléments. Pour reprendre le thème de la caution, c'est vrai que tous, vous êtes très, comment dire, concernés par les cautions de vos filles. Alors, il y a déjà eu des interventions sur les cautions ici même. La seule chose, moi, que je peux conseiller, c'est que quand l'entreprise, ça va intervenir au moment du plan, il pourra y avoir des appels de caution. Les poursuites seront suspendues pendant la durée de l'appel et de l'observation et pendant la durée du plan. Mais ce que l'on peut conseiller, c'est en tout cas, tant que l'entreprise est encore ouverte, c'est-à-dire que la liquidation vient d'être prononcée, par exemple, il faut conseiller au chef d'entreprise qui est caution d'aller dans son entreprise et d'avoir pour obsession de récupérer tous les documents qui concernent sa caution. Parce qu'on se rend compte de quoi de chefs d'entreprise qui vont vers la liquidation, qui vont passer en liquidation et qui n'ont aucun document. Ou qui ont des documents partiels, des documents non signés. Et c'est le moment ou jamais, parce que qu'est-ce qui va se passer? Le commissaire de justice va venir faire l'inventaire, il va prendre les actifs trois ordinateurs, etc. Mais les documents, ils vont être éparpillés. Donc, la chose qu'il faut leur dire, c'est que vous allez dans votre entreprise et vous récupérez, non pas pour les cacher, mais parce qu'ensuite, ils vont aller voir leur avocat, qu'ils paieront tout seuls, parce qu'ils ne seront plus le chef d'entreprise. Donc, c'est plus l'entreprise qui va payer, c'est eux. Et ils iront voir leur conseil, leur avocat, et ils pourront leur donner les documents qu'il faut. S'ils ne font pas ce travail-là, ça sera déjà un peu perdu pour eux. Donc il faut, bien sûr, ils peuvent demander à l'organisme financier de leur transmettre. Oui? Oui, c'est ça que j'allais dire. Ben vas-y. Il faut demander aux banques d'abord de vous transmettre les éléments de caution. J'ai eu 2 cas, ils n'ont rien transmis depuis 10 ans. Vous avez tout perdu. La banque n'a pas été capable de fournir. Donc il n'y a plus de caution. Donc il n'y a plus de caution. Il n'y a plus de caution. Eh bien, c'est parfait. Oui, il faut commencer à demander, au lieu d'aller à la banque donner ses papiers, c'est important de les garder. Non mais, Frédéric, on est d'accord, il faut dire à son filleul d'aller les garder les papiers, on est bien d'accord. Et les mettre de côté surtout, on est d'accord. Au début de la caution, moi je vais toujours demander à mon filleul que la banque lui envoie les éléments. 2 cas, moi j'ai rien. Voilà, parce que c'est quand même une...
pour contester une caution, il y a quand même des jurisprudences. Oui. Alors, si vous permettez, je vais apporter un petit complément d'abord sur les cautions et peut-être après sur la partie mandat ad hoc conciliation, puisque moi je suis le méchant banquier, puisque je travaille au contentieux et donc je récupère. Mais bon, je suis très heureuse d'avoir entendu quand même le discours de nos deux comparses parce que de plus en plus nous avons des chefs d'entreprise qui utilisent effectivement tout un tas de subterfuges. Là, j'en vois actuellement qui font redressement judiciaire, je m'en mets dans les poches, liquidation, etc. Bref. Concernant la caution, donc ce que vous disiez, c'est tout à fait vrai, le chef d'entreprise peut récupérer les documents qu'il a par devers lui. Ce que tu dis également, alors tu as eu beaucoup de chance parce qu'en principe, les établissements financiers renaclent à fournir les documents, les doubles des contrats à une personne qui n'est pas le client, voire même au client en lui disant vous avez déjà eu les contrats, soit vous payez, soit vous ne l'avez pas. Alors, moi je suis une toute petite exception parce que quand le client semble de bonne foi et qu'il est très ennuyé, je lui file sous le manteau. Bon. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avocat du client, lui, a tout pouvoir, effectivement, à partir du moment où il est mandaté par son client, peut réclamer les documents à la banque, et si la banque ne les fournit pas parce qu'elle les a perdus, bon ça, elle les a perdus, c'est une chose, mais si elle ne souhaite pas les fournir, et bien à ce moment-là, on fait encore appel au commissaire de justice qui va porter une sommation à communiquer. Ça, c'est tout à fait possible. Donc effectivement, il est très important d'avoir tous les documents parce que, comme je l'ai expliqué quand j'avais fait la petite intervention sur les cautions, il y a des documents qui sont absolument nécessaires pour que nous, banquiers, puissions faire appel à la caution. Notamment déjà les lettres d'information caution annuelles, si elles ne sont pas fournies, la banque va s'asseoir sur les intérêts. Le devoir de mise en garde, s'il n'est pas fourni, eh bien c'est nullité de la caution. Et le devoir d'information, qui lui non plus, s'il n'est pas fourni, peut aboutir à une réduction de cette caution. Donc ça, c'est tout à fait faisable. J'aimerais juste revenir sur votre mandat ad hoc conciliation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la banque dénonce les concours et qu'on est en mandat ad hoc et en conciliation, si l'établissement bancaire le souhaite, elle peut continuer la déchéance des contrats. Donc, si jamais vos filleuls reçoivent des mises en demeure, il ne faut surtout pas qu'ils attendent d'avoir une déchéance, une déchéance de terme, parce que sinon c'est fichu. Il faut qu'à la première mise en demeure, ils vous sollicitent et ils sollicitent de la part du tribunal une mesure qui soit de l'amiable à minima. Voilà. Il ne peut pas y avoir non plus de rupture brutale. Ça, non, on a des préavis, bien entendu. Voilà, il y a des préavis, voilà, donc ça ne vient pas d'un seul coup. Voilà. Parce que la banque se mettrait un peu en porte-à-faux en matière. Absolument. Un découvert autorisé, de la même manière, il n'est pas supprimé parce que vous rentrez en procédure. Vous avez un découvert autorisé, il continue à être autorisé. Alors, et la banque qui... Je mets un bémol. Oui, mais moi j'en ai un aussi, et quand j'étais juge commissaire, j'imposais avec des intérêts des pénalités s'il fallait, aux banques de maintenir le découvert et de rendre liquide le compte. Alors, parce que les banques le bloquent. Alors j'entends. Je suis assez... Je n'aime pas en fait ce discours d'opposition banquier, parce qu'en fait on n'est pas tous comme ça, et il faut savoir qu'on a aussi des règles à respecter et que moi je me fais fort de les faire respecter. Quand vous dites qu'on a le maintien du découvert, oui, pour la quote-part qui reste non utilisée. Oui. Évidemment. Ah oui, non mais il faut le préciser. Oui, mais il faut le préciser parce que nous on le sait, mais peut-être que nos parents ne le savent pas. Non, mais vous faites bien de le dire. Voilà. C'est la partie non utilisée. Voilà, s'il est utilisé à 100%, évidemment, il reste zéro. Absolument. Ça, c'est clair. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et on est extrêmement vigilants. Vous êtes d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc vous êtes d'accord, ça, hein. Vous êtes d'accord, c'est bien. Mais oui. Nous sommes d'accord. Une précision sur les aides.
certains débiteurs ont l'impression de ne pas connaître. Lorsque on ouvre la partie à droite, c'est-à-dire après la cessation de paiement, donc un redressement judiciaire, bon, en liquidation il est dessaisi, mais en redressement judiciaire, il ne peut pas payer les dettes antérieures. J'ai bien compris, ces points bleus, il y a des dettes antérieures, elles sont gelées, interdiction absolue de les payer. Non mais, vous avez des débiteurs qui disent, et on peut le constater, ah ben là j'ai payé ça, alors soit c'est parce que c'est un copain, soit parce que c'est eux-mêmes, c'est le loyer de la SCI qu'ils ont, donc ils se payent le loyer mais ils ne payent pas les fournisseurs. Là ça se passe mal pour eux. Le mandataire, 9 fois sur 10, va les mettre en sanction. Et oui, c'est des paiements privilégiés. Ça c'est facile à comprendre. Ce qui est moins facile à comprendre, c'est que parfois on a besoin de payer un fournisseur sur l'antérieur parce qu'il dit « Ah ben non, c'est fini, moi vous me devez 6 mois de facture, ben, je ne vous livrerai plus. Mais même si vous me payez cash, non, non, c'est fini, on ne travaille plus ensemble. Et vous avez besoin de ce fournisseur. » Dans ce cas-là, le juge commissaire peut autoriser un paiement privilégié. Donc on va voir le juge commissaire, on lui dit j'ai absolument besoin de ce fournisseur, donc il faut m'autoriser à le payer, parce que sinon il ne veut plus travailler avec moi. Et donc le juge commissaire prend une ordonnance et vous permet, mais c'est une autorisation. Si vous le faites tout seul, de ça, donc parlez-en à vos filleuls, c'est possible. Y compris pour l'expert comptable. Je l'ai fait et j'étais gêné parce que, mais l'expert comptable qui vous dit moi je ne suis pas payé, vous n'aurez pas les comptes, on peut le comprendre. Bon, allez, payez-lui la moitié, on négocie, payez-lui la moitié de ce que vous lui devez, et puis qui vous donne les comptes. Parce qu'on a souvent le cas sur nos dossiers, ce cas de figure-là. Bah, bien sûr. Où vous, au niveau du tribunal, vous demandez nous, on a besoin ou certains documents, et l'expert comptable ne veut pas le produire, donc il demande à être payé immédiatement. Alors non, mais il y a deux choses. Non, mais ça, c'est un point important qu'on a toujours. Soit on demande un prévisionnel. Bon, il a ouvert, on a besoin d'un prévisionnel pour voir où on va. S'il est fait par l'expert comptable en partie, parce que c'est le client qui fait quand même son prévisionnel. Moi je le rappelle toujours, l'expert comptable il ne sait pas les prévisions. Mais je vais doubler le chiffre d'affaires. Mais moi j'en sais rien, monsieur, mais comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Donc l'expert comptable il va expliquer un peu tout ça. Admettons, de manière succincte, faites pas des choses, faites passer le mot, on n'a pas besoin de documents comptables à l'euro ou au centime. En cas euro, ça va très bien. C'est un indicateur, c'est un tableau de bord. Bon. Il fait des prévisions. Ça, c'est un travail postérieur. Il est payé, comme les autres fournisseurs, au cul du camion, comme on disait. Là, je parle du travail antérieur, les comptes antérieurs. Soit il les a fait, il n'a pas été payé de ses acomptes. Normalement, il n'y a pas à payer ses acomptes, puisqu'ils sont... Mais s'il est malin, il dit qu'il n'a pas fait. Et il dit que c'est du travail postérieur. Et là, on peut le payer. Ils ne sont pas comme ça, les experts comptables. Ben, il y en a des malins, mais il y en a des pas malins. Et ils disent, voilà, moi, j'ai pas fait le travail. Donc, si vous faites le passe, il faut le payer. Et c'est du travail postérieur. Bon, sachant que l'expert comptable n'a aucun droit de rétention sur les documents. Sur les documents du client. C'est dur. Ah non, ça fait pas un pli. Moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai été commissaire aux comptes un certain nombre d'années. Moi, j'écrivais aux confrères, monsieur, vous rendez de suite ça. Sinon, c'est mise en cause. Ah non, là, il ne bouge pas. Le juge commissaire a un grand pouvoir. On délie l'administration fiscale, par exemple, du secret professionnel. On délie l'URSSAF. On délie toutes les banques. Pas de secret professionnel vis-à-vis du juge commissaire. Donc, le juge commissaire est un juge qui a beaucoup de pouvoir.
Donc pas de droit de rétention sur les documents, je dis bien, du client. C'est-à-dire les factures, les relevés de banque, mais il a un droit de rétention sur son propre travail, évidemment. Il a pas... Sur son propre travail. Ah, mais c'est-à-dire le bilan. Le bilan. Ben oui, moi je ne suis pas payé, le bilan vous ne l'aurez pas. D'accord. Même s'il est fait. Je l'ai fait, mais vous ne l'aurez pas. Vous voulez, il faut me payer un peu, parce que je vote. Alors s'il dit ça, il est en tort, puisque c'est un travail antérieur, il ne doit pas être payé. Donc il faut qu'il dise, je ne l'ai pas fait, il faut que je travaille, et c'est une prestation de service, les notions de fait générateur dans la prestation de service. Bon. Donc on peut payer un peu, quoi. Excusez-moi, je ne suis pas très clair sur la notion de conciliation, parce que j'ai siégé dans un conseil d'administration d'une société qui était en difficulté, et j'étais administrateur indépendant. Et je leur ai conseillé d'étaler un certain nombre de paiements, de négocier. Et donc la question que je me pose, est-ce que finalement j'ai mal fait mon travail? Est-ce que j'aurais pas dû rentrer dans une procédure dite de conciliation plutôt que de les conseiller dans ce savoir-faire? À mon avis, non, parce que la conciliation dont on parle, c'est le chef d'entreprise qui va la déclencher. Vous avez fait votre boulot d'administrateur indépendant. Oui, administrateur indépendant. Oui. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas eu intérêt de plutôt déclencher une procédure une procédure officielle, vous voulez dire, de conciliation? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'était pas du tout officiel. Je disais, allez voir les impôts, voyez avec les impôts. Si je le disais, vous pouvez commencer par ça. On commence par ça, et ça peut suffire. Okay. Ça peut suffire. J'étale ma TVA, j'étale mon URSSAF, parce que j'ai un problème ponctuel, ben ça peut suffire. Pourquoi voulez-vous aller au tribunal, c'est quand même un petit peu plus lourd? Il faut pas, c'est plus lourd et ça coûte plus cher. Si on peut négocier soi-même, ce que vous, apparemment vous avez conseillé, et c'est très bien. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On peut se faire sa propre conciliation. Enfin, on peut être son propre mandataire ad hoc. On étale avec les fournisseurs. Ça s'appelle des moratoires. Monsieur fournisseur, c'est vrai, je ne vous ai pas payé depuis 6 mois. On va faire un moratoire écrit, on va faire un acte. Alors là, on demande à l'avocat ou à l'expert comptable, ou on le fait soi-même si on est malin. Mais on va écrire noir sur blanc. Voilà, je vous dois, je sais pas, 100 000 euros. Ces 100 000 euros, on les étale sur 6 mois. Et le reste, je vous paye bien sûr normalement. Mais vous m'étalez cet arriéré. N'importe quel fournisseur va accepter. Une fois de plus, il ne faut pas faire l'autruche. Le chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il fasse l'autruche. Il ne faut pas attendre. Il faut qu'il discute avec tout le monde. La plupart du temps, il fait l'autruche. Ben oui. Mais il attend le dernier moment. Ah ben là, ça y est, je suis au bord de la falaise, soit je saute, soit... c'est trop tard. Je n'ai pas freiné avant. Il faut freiner quand on voit qu'il y a une falaise. Donc, ces négos, il faut les avoir, il ne faut pas hésiter. Parfois, c'est aussi les banques qui ont demandé la conciliation. Quand l'entreprise va essayer d'aller négocier avec une de ses banques et que la banque sait qu'elle n'est pas toute seule, elle n'a pas envie d'être la seule à négocier, elle demande à ce que tout le monde soit autour de la table. Alors, pour avoir un traitement d'égalité. Oui. Mais bon, là, je rebondis une qui fasse effort. L'entreprise à laquelle je faisais référence était en Belgique, et dans les pays anglo-saxons, il y a toujours un board, et il y a souvent des administrateurs indépendants. Et justement, en fait, je crois que c'est quelque chose qui manque aux structures françaises, d'avoir quelqu'un d'indépendant qui va avoir un regard frais et qui va les aider à dire, négocier, voyez les choses différemment. C'est nous, là, je suis en train d'intervenir. Oui, d'accord. Je vais intervenir parce que les administrateurs français sont une profession réglementée et indépendante. Non, mais il parlait des administrateurs du conseil d'administration. Du conseil d'administration. Ah, du conseil Non, c'est au niveau, enfin, si j'ai bien compris, vous parlez d'un conseil d'administration et les administrateurs au niveau du conseil d'administration. Rien à voir avec l'administrateur judiciaire.
très souvent, ils ont des indépendants. Même si c'est le board est constitué de 2-3 personnes de la société, ils rajoutent un indépendant. Pour que l'indépendant, justement, arrive avec cet œil neuf et permette, justement, de voir des choses qu'on ne voit pas quand on est dans le bocal. Alors on l'a en théorie. En théorie, on l'a. Il y a toujours des administrateurs indépendants, enfin dans les grosses entreprises. Dans les grosses entreprises, on l'a. Dans les petites, on l'a jamais. Oui, dans les petites. Enfin, petites, les PME. Bon, moi, je m'occupais pas de toutes petites, mais des PME. Hein. À Bordeaux, vous savez, j'étais dans la région, il n'y a pas que des entreprises de 1000 salariés ou 10 000 salariés. Donc à partir de 100 salariés, enfin ce qu'on appelle la grosse PME, on peut commencer à avoir un indépendant, mais c'est rare. Par contre, dans les plus grosses, il y a toujours un administrateur indépendant, entre guillemets. Parce que qui c'est l'administrateur indépendant? Il n'y a qu'à voir chez les entreprises cotées. Bah, c'est les autres dirigeants des autres entreprises cotées. Ça croise. Je parle de société de petite taille. Petite taille, on ne le voit pas. Enfin, moi je l'ai quasiment jamais vu. On peut demander à mes confrères. Il n'y a pas d'administrateur indépendant, y compris dans les PME. Et c'est vrai, j'ai un client en Suisse qui est agriculteur, qui fait avec 100 000 € de chiffre d'affaires, ils sont 15 à peu près. Il a un conseil d'administration avec des indépendants comme ça, avec un coach, un expert comptable, et c'est un Suisse. C'est un Suisse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Alors l'administrateur indépendant, il peut y avoir l'expert comptable qui peut avoir ce rôle de attention, ça va pas, à condition qu'il intervienne a priori et non pas a posteriori, comme c'est souvent aussi le cas, dans les PME, dans les petites entreprises. Alors là c'est clair, on intervient l'année d'après. Si on intervient régulièrement, là on peut être monteur d'action. Là je vois que le BFR se dégrade, voilà, on peut... Il faut aussi que la petite entreprise, le chef d'entreprise, il ait ces notions de discussion avec son expert comptable. C'est à lui de discuter, parce que ce qu'on voit souvent, c'est des chefs d'entreprise qui arrivent au tribunal, on leur dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ah je sais pas, c'est mon comptable qui m'a dit de venir vous voir. Ah oui, non. Ah. Bon. Ah mais je suis au courant de rien. Et pourquoi? Je ne sais pas. Mais votre marge, je sais pas, ma marge... Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais on ne plaisante pas. Non, mais, y compris sur les entreprises, on ne parle pas de la mono ou de la bisalariée. Jusqu'à 30 salariés. Jusqu'à 100, non, quand même Non, pas. 30. Ah, 30, oui, enfin, moi j'allais dire 10. 10, 15. Ma marge, on sent qu'il ne la maîtrise pas. Et ils savent à peu près, je fais mes les coûts fixes, c'est étonnant, mais c'est pour ça qu'ils sont au tribunal et que heureusement il y en a beaucoup qui n'y sont pas. Eux, ils maîtrisent, je pense. Il y a un élément qui me paraît important de citer, et Frédéric l'a indiqué tout à l'heure, c'est que les entreprises qui nous arrivent, c'est souvent midi moins le quart, voire midi moins une. C'est l'urgence, c'est le temps. Ben oui. Et donc la valeur temps me paraît fondamentale. Je voudrais avoir une précision de votre part, c'est que le schéma montre la date de cessation de paiement comme étant une frontière très importante, vous avez insisté là-dessus. Les dettes de l'entreprise, à partir du moment où elle rentre en redressement judiciaire, sont comptées à partir de quelle date? Jusqu'à quelle date, pardon? Est-ce que c'est la date de cessation de paiement ou c'est la date du jugement de redressement judiciaire? C'est la date du jugement. Je connais la réponse, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que dans les entreprises que l'on accompagne, si on est un petit peu en avant, dans le temps, c'est que la génération de dettes peut se travailler un petit peu, parce que entre le moment où on fait la déclaration de cessation de paiement et le moment où on est convoqué à l'audience, il se passe 2 semaines,
à peu près. Oui. Il s'agit que l'entreprise puisse avoir une vision de sa trésorerie, à la fois pour passer le cap, mais aussi, comme l'indiquait tout à l'heure Monsieur le Métayer, il s'agit de pouvoir s'assurer qu'elle aura la trésorerie pour payer les fournisseurs au prix du camion. Et là, pour les entreprises qui sont extrêmement fragiles, 2 semaines de trésorerie, ça peut vraiment compter. Non, mais je ne suis pas sur les 2 semaines. Parce que la date de cessation... Je voulais dire, cette loi, le schéma montre que le redressement judiciaire commence à la date de cessation de paiement. Oui, ça on est d'accord. Mais la date de cessation de paiement, c'est pas 2 semaines avant. La date de cessation de paiement, peut-être 6 mois, 1 an. Il y a une entreprise que j'accompagne. J'ai une entreprise que j'accompagne. Le jugement date du 26 septembre 2025. Ils ont déclaré une cessation de paiement au 1er octobre 2024. Oui, exactement. Non, mais on est d'accord. Oui, on est à 2023 en ce moment. Oh, non, mais, oui. Il n'y a pas de limite. Il y a une limite de 18 mois pour le remontement de la date de cessation de paiement, parce qu'on peut la remonter, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer ce soir. Mais cette notion de trésorerie, même là vous parlez de l'écart entre la déclaration de cessation de paiement et le jugement. Donc ça on va dire 15 jours par exemple. Bon. Alors là, entre la déclaration et le jugement, la trésorerie, elle est comme elle s'est un peu dégradée ou pas, parce que les dettes ne sont pas gelées pendant ces 15 jours. Plus ou moins les 45 jours aussi, parce que la déclaration, il y a 45 jours pour la faire. Oui. Donc, ça veut dire s'ils sont en cessation de paiement, pour prendre un exemple, le 1er septembre, ils peuvent très bien faire leur déclaration le 10 octobre. Oui. Et le jugement aurait lieu le 25 octobre. Vous imaginez la trésorerie que... Ben oui. Non, mais, voilà. Oui. Là, si je dis ça, c'est parce que cette valeur temps est fondamentale, dans le sens oui. elle est extrêmement délicate. C'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas que le réservoir soit vide, il faut continuer à avancer. Voilà. Dès qu'on voit que la réserve est au rouge, ben c'est déjà la réserve, c'est vraiment le... Il faut réagir avant qu'elle soit pas loin. Et alors là, l'exemple de la voiture est un bon exemple. Si vous attendez d'être au rouge sur l'autoroute, vous avez parfois peu de chances de trouver une station-service assez tôt. Donc il vaut mieux quand même en mettre un peu avant. On peut pousser, hein, mais ça va moins vite. C'est interdit de tomber en panne d'essence sur le Eh oui, ça c'est gênant. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui risque le chef d'entreprise s'il dépasse les 45 jours? Ah, il peut y avoir des sanctions, mais... Oui. Alors en théorie, oui. En théorie, la jurisprudence c'est allégé, même peut-être vous avez pris votre retraite. Le seul critère... Et ça fait la jurisprudence... Alors, il faut savoir que la jurisprudence était très sévère avec le chef d'entreprise depuis des siècles. Il y a un moment, on les pendait. Quasiment. Sans déconner, oui. Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas, mais... Non, mais le failli, qu'on appelait, c'était un voyou. Même s'il était pour rien. Aujourd'hui, entendons-nous bien, le failli, on est là pour le sauver. Je le redis encore une fois. On est là pour le sauver. Bon. Et ces 45 jours qui est un délai légal pour déclarer sa cessation de paiement, sur le papier, peut entraîner des sanctions. Ce manquement pris isolément, la Cour de cassation considère que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait d'autres éléments. Voilà. Ce seul manquement n'est pas suffisant. Heureusement d'ailleurs, parce que ils seraient tous en sanction. Parce que quelquefois, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Mais pour revenir à ce que tu disais, si ton filleul, on lui a remonté la date de cessation des paiements à 18 mois, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un petit problème. Ah oui. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes avec l'administrateur, hein, entre autres. on
on va pas s'étaler sur les c'est un remontement de la c'est le département de Bordeaux, je vous rassure. Mais, c'était simplement pour pouvoir insister, peut-être de façon un peu lourde, comme je sais le faire, sur la valeur temps. Oui, et que la flèche qui est là, à un moment donné, il faudrait qu'elle soit un peu étirée pour bien comprendre que ces périodes-là autour de la cessation de paiement sont fondamentales sur la façon dont on va prendre un dossier. Parce que beaucoup de dossiers n'arrivent pas suffisamment tôt, ça on l'a dit. Si on peut les prendre suffisamment tôt, moi j'ai eu la chance d'avoir un dossier où ils ont commencé par un mandat ad hoc, derrière ça a été une conciliation, et après derrière on a fait un RJ. On a vraiment pris le temps de pouvoir suivre les procédures possibles, et la bonne devrait s'en sortir. Bon. Par contre, on a souvent le cas contraire. Et c'est là où il faut trouver... Ah, oui, un élément qui me paraît important, c'est que le temps opérationnel n'est pas le temps judiciaire. On a des chefs d'entreprise qui sont... Nous, on va vite. C'est pas une critique que je dis, mais quelquefois, les chefs d'entreprise s'attendent à avoir une décision rapidement, et en fait non. Quand il y a un plan à proposer, le plan ne le propose pas la veille de l'audience. On le propose au mandataire, lequel va l'étudier, faire des allers-retours, etc. Jusqu'au ministère va le regarder, et après va le transmettre à l'audience. Ce qui sous-entend que les 6 mois dont vous parliez tout à l'heure, si on anticipe bien la deadline des 6 mois, il faut bien enlever 1 à 2 mois. Et même chose quand on rentre en procédure, c'est bien 1 à 2 mois. Donc qu'est-ce qui reste vraiment au milieu des 6 premiers mois? C'est 2 mois. Oui, c'est ce que je disais, ce sont des mois courts. C'est des mois très courts. Et si on sait que la boîte a commencé son redressement judiciaire à une période assez tardive, du fait des 45 jours, du fait de la cessation de paiement, etc., et que sa trésorerie pendant ce temps-là, elle est quasiment exsangue. Donc on est véritablement dans une procédure qui fonctionne, mais qui est extrêmement difficile à manier si on a un chef d'entreprise qui n'est pas sensibilisé. Ah oui. Alors, je voudrais revenir sur la date de cessation des paiements, parce que vous avez l'histoire des 18 mois. Oui. L'histoire des 18 mois, c'est-à-dire que c'est important de savoir quelle bonne date donner, parce qu'effectivement, on va pouvoir, souvent à la demande du mandataire, remonter la date de cessation de paiement s'il y a des choses qui semblent pas nettes au mandataire. On va pouvoir faire un remontement de la date de cessation de paiement maximum de 18 mois. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va pouvoir annuler des sessions, annuler des ventes, annuler des choses qui seront dans cette période-là. On ne pourra pas aller au-delà de 18 mois. Et on peut aller rechercher la responsabilité du chef d'entreprise dans cette période-là. D'où l'importance des filleuls d'accompagner, non, d'où l'importance des parrains d'accompagner leurs filleuls. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont au tribunal. Oui. Ah, j'en vois de temps en temps. Alors venez, n'hésitez pas à venir. On a eu un petit échange avec Claudine il y a 2 ans sur la présence des parrains avec les filles. Oh, ça avait failli faire un scandale avec certains avocats. Voilà. Bâillonnés. Alors, les avocats, on peut le comprendre, n'aiment pas trop ça, parce que vous prenez leur place quelque part. Bon, on peut le comprendre. J'ai répondu par écrit. Oh oui. Bon. Merci, Max. Et je le confirme. Vous êtes bienvenus. Et je sais que Girard dit la même chose, et le 3e président dira la même chose. Vous êtes bienvenus pour accompagner vos filleuls, si vous le souhaitez. Et vous pouvez, et je vous incite à le faire au moins une fois, comme ça vous verrez comment ça se passe. Donc vous l'accompagnez, comme l'a dit Frédéric, devant le juge commissaire, il n'y verra pas d'inconvénient. Vous ne le remplacez pas, hein. Vous l'accompagnez. Alors, on peut imaginer que vous le remplaciez avec une procuration.
y compris d'ailleurs pour faire une déclaration de cessation de paiement sur procuration. C'est acceptable. C'est pas souhaitable. Ça, c'est pas souhaitable. Non, mais il est malade, il ne peut pas y aller, vous acceptez de le remplacer, parce qu'il faut aller vite, procuration, il n'y a pas de souci. Et devant le tribunal, lors de la décision de redressement judiciaire par exemple, ou la décision de renouvellement de l'APO, pour l'accompagner, surtout si c'est un filleul qui est un peu timide, qui ne sait pas présenter les choses, bon, vous l'accompagnez. Au même titre que l'expert comptable qui accompagne. L'expert comptable, c'est un petit inconvénient, c'est que c'est payant, normalement. Donc, mais en tout cas, on apprécie surtout pour le plan. On se voit pour un plan, moi j'apprécie que l'expert comptable vienne et dise, voilà, ou la présentation de prévisionnel, voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça se passe, etc. C'est très bien. Bon, ça va coûter un peu. Vous, a priori, de ce que je sais, ça ne va rien coûter. Bon, donc c'est très bien, n'hésitez pas à le faire. Et vous serez bienvenus. Alors, lorsque nous avons des entrepreneurs individuels et qu'ils sont en cessation de paiement, ils ont beaucoup de difficultés pour véritablement aller au tribunal. Ça, c'est, ils laissent traîner, parce qu'ils vont revenir à meilleure fortune, ils vont avoir ça qui va revenir. Je veux dire, autant quand on est face avec quand on a une société, bon, ça va, mais l'entrepreneur individuel, on en a quand même pas mal. Et ce que je disais, nous avions un conseil d'administration tout à l'heure, et ce que nous voyons, et ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des entreprises, des entrepreneurs qui n'ont aucune culture du chiffre, de la gestion, de l'encadrement juridique de leur travail. Et comment peut-on faire, comment peut-on arriver à les rassurer sur ce point? Parce que eux, ils ont toujours peur de leur bien personnel. Est-ce qu'il faut les rassurer ou au contraire leur faire peur? Je ne sais pas. Pour les inciter à y aller pas trop tard. Et oui, parce qu'à force de dire on rassurer tout le monde, tout le monde dit oh ben alors, puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, il n'y a pas machin, personne ne fait rien. Moi, je pense qu'au contraire, il faut leur faire peur. Et il faut leur dire, si vous y allez trop tard, ça peut mal se passer. D'abord, sur un entrepreneur individuel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une grosse réforme, et ça peut être l'ensemble de son patrimoine qui devient le gage des créanciers, surtout quand il n'a pas scindé, ce qui est le cas dans plus de 90% des cas, quand il n'a pas scindé ses deux patrimoines. Un entrepreneur individuel, maintenant, il a deux patrimoines, le professionnel, le personnel, à condition qu'il soit parfaitement isolé. Des comptes bancaires, au niveau des... Et même quand il est parfaitement isolé, déclaration dématérielle, on a des gages, on a des gages sur certaines créances qui font que ça porte sur les deux patrimoines. Donc très souvent, nous, sur l'ensemble du patrimoine. Alors il y a quand même un truc qui est merveilleux. Il faut qu'ils viennent tôt. Il y a quand même un truc qui est merveilleux quand même pour les entrepreneurs individuels, c'est le rétablissement professionnel. Et oui. Oui, alors, si on en dit ces deux mots. Alors ça... Là, il faut être... Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai proposé, tu l'as vu, là, notamment ce que j'ai proposé au tribunal. C'est une proposition, hein, moi je ne suis pas le président, parce qu'on sent qu'il peut y avoir des abus. Bon. Le rétablissement professionnel, quand on regarde l'esprit du texte, c'est permettre de continuer son activité à un entrepreneur individuel qui a un tout petit patrimoine, moins de 15 000 €, tout compris,
Donc vous voyez que ça va pas loin. Il a une voiture, un compte en banque, une caisse d'épargne, un machin, ou un peu d'argent sur le compte professionnel, ça marche pas. 15 000 euros, tout compris. Là, on interroge le FICOBA, et parfois on s'aperçoit qu'il a un compte qu'il n'a pas déclaré. S'il est en activité, c'est pas tout à fait le texte. Hein. Le texte, c'est s'il n'a pas cessé son activité depuis un an. Depuis plus d'un an, il n'y a pas droit. Voilà. Et il n'y a pas droit. Nous, on dit, on essaie de dire, on ne va pas fermer la porte, c'est fait pour l'entrepreneur individuel qui est en activité. Il a une activité, il est un petit menuisier, un laveur de vitres, ouais, c'est des petits métiers souvent, on comprend bien que... Bon. Il vient, il veut continuer, mais il n'y arrive plus, il est en cessation de paiement, il a des dettes, il n'arrive pas à payer. Il y a des dettes perso et professionnelles, ou l'un ou l'autre, ou les deux. S'il a que perso... s'il a que perso, c'est pas chez nous. Mais, bon, c'est rare. Mais ça peut arriver. Là, c'est le surendettement, c'est encore autre chose. Il veut continuer. C'est ça, le rétablissement professionnel. On lui efface ses dettes. On lui efface ses dettes. Monsieur, vous deviez combien? 30 000 euros? L'URSSAF, etc., le RSI, un peu de TVA, un peu de ci, un peu de là. Il y a pas, théoriquement, il n'y a pas de limite. Théoriquement. On enquête pour voir si c'est fini, vous continuez à travailler et vous avez 0 de dette. Alors il y en a qui vous disent, mais qui c'est qui va payer? Personne. Les créanciers, bonjour, devant la dette. Voilà. Monsieur, c'est fini, le tribunal a effacé totalement, à 100%, là, on efface les dettes. Mais c'est du déclaratif. Donc vous comprenez qu'on sent vite que si tout le monde connaissait ça, heureusement tout le monde l'a pas en tête, il y en a qui se disent mais c'est pas mal ça. On pourrait peut-être... on a droit qu'à une fois. Hein. Vous n'avez aucun gage derrière parce que si le gars est à une pompe totale. Rien, c'est effacé définitivement. Oui, s'il gagne au loto, le lendemain, il va garder sa fortune. S'il compte, ça veut dire qu'il n'a plus de dettes, il continue son activité, oui. Il est minable en gestion, il refait des dettes. Ah mais là c'est fini. Là c'est fini, liquidation. On lui laisse l'opportunité de il continue même pas interdit. Il continue son activité. Oui, mais c'est quand même... C'est pas plus mal parce que si vous il va être payé maintenant en liquide. Oui, alors attention, et il faut par contre, on efface que les dettes qu'il aura déclarées. Il aura déclaré. Oui, s'il en oublie, elles ne seront pas effacées. Moi j'ai eu le cas... Mais il a compris, il essaie de rien oublier. Avant qu'elle... Au moment de la personne... Quand il vient, sa déclaration. Il y a une patente salariée. Alors, j'ai eu un cas récemment où on a accordé le rétablissement professionnel à un entrepreneur individuel. Et là, à l'audience, il dit « Ouais, mais j'ai oublié, on me réclame une dette, j'avais trop perçu d'allocation, alors je ne me rappelle plus quelle allocation, on me demande de la rembourser parce qu'elle n'était pas due. Est-ce que je peux l'effacer aussi? Non, non, il ne faut pas exagérer quand même. 15 000 euros. Ça s'appelle comment cette procédure? Rétablissement professionnel. C'est 15 000 euros. On serait bien que Jean-Jacques nous parle d'un cas pour avoir accès à ça. Ouais, elle doit 25 000 euros sur ça. Oui, mais ils sont patrimoine à elle. Elle n'a pas de patrimoine. Une voiture. Non, il n'y a pas de salarié. Formelle. Si, il ne faut pas qu'elle dépasse 15 000 euros. Bah, tout est en ville. Elle est bien en ville. Allez-y, Je reviens sur les cautions et un peu en lien avec le patrimoine. Vous avez évoqué tout à l'heure que le chef d'entreprise, lorsqu'il perdait tout, sauf sa maison principale. Oui. Mais lorsque la maison principale a servi de caution à une banque. Là, il a perdu. Dominique, C'est-à-dire, la dette liée à la résidence principale n'est pas effacée, évidemment. Jamais. Ni en rétablissement professionnel, ni en liquidation judiciaire. Mais il ne la perd pas au profit de ses autres dettes. S'il vous plaît, on peut revenir sur un cas concret.
quelques secondes. Ouais. Oui. Moi, j'ai une personne, entreprise individuelle, qui doit approximativement 25 000 € à l'URSSAF. Le plan, elle l'a arrêté, donc ils l'auront pu. Mais après, j'ai une deuxième chose qui est pas négligeable, c'est qu'elle a dépassé le plafond, donc elle a été soumise à la TVA. Elle a bien payé la TVA. Elle n'a fait aucune déclaration. Donc, on va dire qu'elle doit à peu près être dans les 15 000 € de TVA, mais qui n'ont pas été déclarés. Qu'est-ce qu'elle a intérêt? Alors bien sûr, elle va tout droit vers la cessation de paiement, mais est-ce qu'elle a intérêt à faire sa déclaration de TVA avant? Oui, oui, moi je vous dirais oui. Ah, c'est ça, hein? Oui. On s'est rattrapé par la patrouille. C'est obligatoire, peut-être. Avec une autre nuance, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des salariés. Il y a entreprise individuelle. Ah, pour le rétablissement professionnel. Non, mais là, c'est pas un rétablissement professionnel. Non, non, non. Là, c'est un Non, il n'y a pas de salarié. En plus. Elle est en. C'est la bêtise qu'elle a fait d'ailleurs. Ah oui. Un salarié, ça marche. Ça marche? Un salarié, ça marche? Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de prud'homme. C'est ça. Non, il n'y a pas de prud'homme. Non, il n'y a pas de prud'homme. Par contre, est-ce qu'elle a un patrimoine supérieur à 15 000? Non. Ah, Mais non, mais elle était en plan. Il a parlé de plan. Non, ce sont des délais qu'elle n'a pas respectés. Non, c'est un moratoire. Elle a eu un moratoire. Elle n'a jamais été en redressement judiciaire. En redressement judiciaire. Non, non. A priori, elle peut bénéficier. Mais là, non, elle ne bénéficiera pas du rétablissement professionnel, si c'est ça votre question, pour une bonne raison, c'est qu'à mauvaise foi. Le rétablissement professionnel est réservé aux créanciers de bonne foi. La bonne foi, on la regarde à tous les niveaux, c'est-à-dire il oublie de déclarer un compte, pas de rétablissement professionnel. Il n'a pas déclaré sa TVA, pas de rétablissement professionnel, etc. Est-ce que c'est défendable? Parce que là, il faut quand même. Je suis là pour la défendre. Comment? Est-ce que c'est défendable? Parce que je suis là aussi pour la défendre. C'est pas de la mauvaise foi. Parce qu'elle a voulu, je ne sais pas combien de fois, vouloir faire sa déclaration, ouvrir son compte, son espace, etc. pour la TVA. Ça n'a jamais marché. Et je suis formel. Alors je termine. Je termine peut-être. Je vous dis, il faut que vous sachiez, c'est que le dossier nous arrive par les impôts. Par les impôts, Et la mauvaise foi, je ne veux pas. Mais... Donc les impôts sont au courant. Bah oui. Non, mais là, il n'y aura pas de rétablissement professionnel. Ça, enfin, avec moi, il n'y en aura pas. Parce que c'est pas de mauvaise foi. Pas de mauvaise foi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais quelqu'un, moi j'en ai un comme ça, certains, qui disent ah mais je ne savais pas qu'il fallait payer la TVA. Mais ils l'ont facturé, ils l'ont mis sur la facture. C'est ça. Et j'ai dit mais là, elle est sur la facture. Si, c'est le cas. Elle a facturé de la TVA. Elle est en TVA parce qu'elle a dépassé le seuil de 31 000 €. Oui, c'est 31 500. Par contre, si elle fait Donc elle n'est plus dans le seuil de la franchise. Je suis d'accord. Eh ben, elle l'a déclaré la TVA, non? Elle l'a mis sur la facture. Oui. Elle l'a mis ou elle l'a pas mis? Elle l'a compté en tout cas. Parce qu'en fait, elle travaille beaucoup par. Ils font des virements, c'est des. Elle l'a compté, elle a savé. Ma question. Si demain. On s'est compris. Et oui, pas tout à fait. Si demain, elle fait une déclaration de toute sa TVA, c'est possible? Ah non, mais là c'est trop tard parce que là elle aura. En matière. Mes confrères doivent le savoir. L'erreur est admise sur le plan fiscal et sur le plan social. L'erreur est admise. Vous pouvez toujours rectifier une erreur. Ah ben tiens, j'ai oublié de déclarer la TVA, j'ai oublié que je franchissais le seuil de la franchise. Mais si on a oublié, on ne l'a pas mis sur les factures. Que je vous rappelle simplement, quand on est dans la franchise de TVA, il y a une mention obligatoire en bas de la facture, exonéré de TVA, article 293 du Code général des impôts. C'est une mention obligatoire. Et on met 0 de TVA. Et on ne la récupère pas, bien sûr, sur tout le reste. Bon. Donc, pas de TVA. Quand on commence à mettre une TVA et que les impôts, apparemment, sont au courant, ou que vous avez un contrôle fiscal, ça arrive souvent, vous avez un avis de contrôle fiscal qui arrive. Ouh là là, j'ai un contrôle fiscal. Alors vite, on regarde ce qui ne va pas. Ouh là, j'ai pas déclaré... Je rectifie, je régularise. C'est le pire. C'est le pire.
Et oui, parce qu'il y a préméditation, là vous y avez pensé, vous le saviez, machin, 40% de pénalité, là ça fait pas un coup. Donc si les impôts sont déjà au courant... Et les impôts sont au courant, à mon avis, parce que d'abord, si le dossier est arrivé par les impôts, bizarre qu'ils sont au courant. Non, mais ce que je veux dire après, derrière, c'est qu'ils le voient au point de vue informatique, que X fois, les chercher pour la c'est un peu délicat là. Bon, tous les stand-up ont une fin. Voilà. On pourra causer devant un verre de voilà. Vous redites ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais vous le faites déjà. Max l'a redit aussi, accompagnez vos filleuls et essayez de leur expliquer comment ça va se passer pour qu'au moins ils n'aient pas cette inhibition de monter les marches. Après, il faut qu'ils connaissent les procédures. Alors aussi un conseil, le premier qu'il faut payer, bien évidemment, c'est l'expert comptable, sinon il ne va pas faire les comptes, et nous derrière, c'est qu'on n'arrivera à rien, parce qu'on n'aura pas les comptes. Donc, et s'ils vont en procédure collective, on n'arrivera à rien parce qu'on n'aura pas les comptes, ou trop tard. Voilà. Donc, accompagnez-les. Vous êtes accueillis par les présidents du tribunal et voilà. C'était le but de l'opération. J'espère qu'on a réussi. Merci.